le marché de l'assurance cyber étant devenu mature, tout le monde en a en stock, mais il y en a énormément qui sont à peu près vides. Jérôme Goy, je ne fais que du droit de l'assurance. J'ai été pendant 12 ans dirigeant d'un cabinet de courtage d'assurance. J'exerce uniquement dans cette matière et particulièrement pour des entreprises ou pour des intermédiaires, mais jamais pour des compagnies d'assurance. Voilà, je suis un des rares spécialistes de la matière qui n'intervient que de ce côté-là et qui ne fait que cela, tant en contentieux qu'en conseil. Alors, le contrat d'assurance cyber a une particularité, c'est qu'il est un contrat d'assurance en droit qui mêle des garanties d'assurance de dommages, c'est-à-dire des garanties pour soi-même, pour l'entreprise, que des garanties d'assurance de responsabilité, c'est-à-dire des garanties pour les conséquences des dommages causés aux tiers. Le contrat d'assurance cyber est encore un contrat d'assurance récent, puisqu'il n'était pas du tout généralisé il y a une dizaine d'années au sein des entreprises en Europe occidentale. C'est un contrat de création récente. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il a été créé, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux garanties qu'il contient, par exclusion des autres contrats. Comme ça a été le cas à une époque lorsqu'il a été créé les contrats d'assurance de responsabilité des dirigeants, des mandataires sociaux, qui étaient autrefois plus ou moins couverts au sein des contrats d'assurance de responsabilité des entreprises. Les risques consécutifs au cyber, que ce soit les risques pour l'entreprise elle-même ou pour les tiers, étaient la plupart du temps couverts au sein des contrats d'assurance préexistants des entreprises. Au fil des années, les compagnies d'assurance ont restreint ou exclu les conséquences des risques cyber de tout type dans les contrats et ont créé des contrats pour boucher les trous qu'ils avaient eux-mêmes créés. Ça s'appelle créer un marché. Ce qui est assez lent, mais ce qui est désormais fait. Donc ce sont des garanties qui couvrent d'une part les conséquences des attaques cyber pour l'entreprise elle-même, pour son business, pour ses affaires, pour ses ventes. Je vais écrire ici, mais elles paraissent assez claires lorsqu'une entreprise de distribution ou de vente a ses systèmes bloqués et ne peut plus vendre pendant plusieurs mois, ou pendant plusieurs jours ou semaines. On l'a vu l'hiver dernier pour pas mal d'entreprises de retail ou de la vente et de la vente en ligne ou pas. Maintenant, c'est les deux types de vente en même temps et qu'on ne peut plus prendre de commandes pendant une semaine. Ce sont ces conséquences-là. Et ce sont les conséquences vis-à-vis des tiers si le hacking de ses propres réseaux part chez des clients ou des tiers qui ne sont pas des clients et pour éventuelles fautes ou erreurs dans la gestion de la sécurité de ses propres réseaux. Dans ce cas-là, on peut être en responsabilité et on est couvert par des garanties d'assurance de responsabilité. Donc c'est sur ces deux types de dommages, de préjudices, pardon, sachant que le fait de mêler les deux dans un même contrat pose quelques questions techniques en assurance pour bien séparer les deux, parce qu'ils ne répondent pas au même régime juridique, aux mêmes règles et aux mêmes pratiques. Alors, dans les contrats d'assurance cyber, il n'y a pas tant de clauses d'exclusion que ça. C'est plutôt dans les autres contrats, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a des exclusions qui font naître un besoin en contrat d'assurance cyber. Il y a des exclusions dans les contrats d'assurance cyber, mais elles ne sont pas spécifiques à ces contrats-là. En revanche, ce qui existe davantage et auquel il faut pas mal faire attention, c'est qu'il y a deux types de garanties dans les contrats d'assurance cyber. Il y a les garanties qui sont la conséquence donc de ce qui n'est plus couvert par les autres contrats. Les dommages que l'entreprise subit en raison d'un risque cyber ou les dommages causés aux tiers en raison d'un risque cyber. Et au fil du temps, au début, on va dire de manière un peu cosmétique, commerciale, et puis ensuite par raison réelle, il y a d'autres garanties dans les contrats d'assurance cyber, dont on pourra parler tout à l'heure, mais ces autres garanties, voire les garanties de base, sont très souvent sous-limitées. Il faut faire assez attention à ça, parce qu'en réalité, avoir un contrat avec beaucoup de garanties, c'est très bien, beaucoup de garanties citées ou des garanties non citées, mais comprises de manière implicite en droit, mais les assureurs aiment bien mettre des sous-limitations en montant. C'est-à-dire que si vous avez une garantie, 100 millions d'euros de garantie dans votre contrat d'assurance pour votre entreprise, et si vous avez des sous-limitations dans tous les coins, 1, 3 ou 5 millions, ça n'est évidemment pas du tout la même histoire.
Voilà. Pour les clauses d'exclusion, je dirais qu'il faut faire attention à une chose, à une méthode plutôt, qui est très utilisée, alors historiquement davantage par les assureurs anglo-saxons, mais qui tend à se répandre. C'est l'exclusion permettant la sous-limite. C'est assez technique, mais c'est assez facile à comprendre. Le moyen que trouvent certains assureurs pour limiter drastiquement des garanties qu'ils accordent au sein de leur contrat n'est pas forcément de sous-limiter. Elle est d'exclure, par une clause d'exclusion, qu'ils espèrent suffisamment claire pour que ça soit juridiquement valide, ce qui n'est pas toujours le cas. Et après, on rachète partiellement l'exclusion, c'est-à-dire tel risque est exclu, à l'exception de. Et dans l'exception, on introduit évidemment déjà, l'exception par définition ne concerne pas toute l'exclusion, donc on limite l'étendue de la garantie en faisant cela, et en outre, lorsqu'on fait cela, on met un montant, donc on la sous-limite en montant. C'est une méthode assez fréquente, qui n'est pas évidente à comprendre du premier coup lorsqu'on lit des contrats d'assurance de ce type, mais qui est quand même une méthode très fréquente. Il faut faire attention parce que ce sont des sous-exclusions à tiroir, ce sont des méthodes assez intellectuellement un peu plus complexes à interpréter. Voilà. Mais c'est fréquent, car les contrats d'assurance cyber, davantage encore que les autres, sont des contrats d'assurance de pure origine anglo-saxonne. Donc ces méthodes-là sont plus répandues au sein de ces contrats-là. Ce ne sont pas des exclusions propres au risque cyber. Il y aura des exclusions, pas forcément de ce type-là, mais de cet ordre-là, dans des contrats d'assurance de responsabilité ou d'assurance de dommages, qu'on va donc retrouver dans des contrats d'assurance cyber, mais qui ne sont pas propres au risque cyber. C'est plutôt ça. Ce qu'on risque aussi de trouver, comme attitude, c'est plutôt à ce moment-là que les assureurs refusent de couvrir certains types de risques, mais ce n'est pas des exclusions, c'est un refus de couverture pour certains. Il faut savoir que l'assurance cyber, en étant encore au début de son cycle de maturité, même si elle est désormais mûre, elle est le plus souvent subordonnée à la mise en place de politiques internes et donc au remplissage de questionnaires précis par les entreprises, puisque avant d'exclure, l'assureur peut déjà arguer que le risque qu'on lui a déclaré n'est pas le risque qui existe. Et donc la déclaration du risque en soi a un grand intérêt. Comme c'était le cas, et comme ça reste encore le cas de moins en moins, car la pratique se répand, pour l'assurance de responsabilité des dirigeants sociaux. Si les risques déclarés, donc l'état du risque de l'entreprise, donc la description de ces processus de contrôle interne, de services informatiques ne sont pas exacts, l'assureur peut, sans avoir besoin de se servir d'une exclusion de garantie, mais d'avancer la mauvaise déclaration du risque ou la non-déclaration de certains aspects du risque pour refuser sa garantie ou la limiter. C'est aussi à ça qu'il faut faire attention. Les questionnaires, ça ne se remplit pas n'importe comment, et dans ce domaine, les questionnaires peuvent être quand même parfois très détaillés. Alors, c'est un article qui est le fruit le résultat actuel, on va dire, d'un sujet, d'un vieux sujet, d'un marronnier dans ce domaine, qui est un non-dit permanent, qui est le paiement par les assureurs ou pas des rançons, puisqu'en matière d'assurance cyber, la plupart des hackers demandent à l'entreprise de payer une rançon, généralement pas forcément très élevée, mais que certaines entreprises préfèrent payer rapidement pour faire cesser immédiatement le risque ou le trouble. Il y a notamment en France une réticence de principe, et qui se comprend très bien, d'abord sur un plan opérationnel en termes de sécurité, et en outre, par rapport aux principes légaux, de faire payer les conséquences d'un chantage. C'est ça que ça signifie. Il y a eu des tentatives d'interdiction, très claires ou pas. Une sorte de compromis a été trouvé, et ça revient de facto, sans le dire, à laisser payer ce genre de choses de manière indirecte par les assureurs, moyennant une formalisation de dépôt de plainte, comme c'est un peu le cas pour les garanties de vol. Ça permet un petit peu d'objectiver la chose, dans la mesure où autrement, ça aussi la porte ouverte à une forme d'escroquerie à l'assurance, potentielle. Donc le dépôt de plainte est un moyen d'objectiver un petit peu cela et d'éviter ou de réduire les risques d'escroquerie à l'assurance.
Mais c'était aussi clairement un moyen de préserver le marché, puisque s'il y a du risque, il y a de la prime. S'il y a de la prime, il y a du contrat et il y a de l'assurance. Autrement, ça tue une partie du marché. Et je pense qu'il ne faut plus désormais qu'une entreprise se dise « j'achète de l'assurance cyber parce que je sais qu'il en faut une, mais je l'achète sans la regarder ». Le contrat, enfin le marché de l'assurance cyber étant devenu mature, tout le monde en a en stock, mais il y en a énormément qui sont à peu près vides. Enfin, vides, j'exagère, mais où il y a tellement de sous-limitations et tellement pas d'exclusion, mais de conditions de garantie que les contrats couvrent très peu de choses, ou presque rien, puisque tous les intermédiaires d'assurance doivent en avoir une, puisque tout le monde leur en demande. Donc il ne faut pas en acheter une sans regarder ce qu'on a dedans, autrement ça ne sert à rien. Ça, c'est la première recommandation. En matière de prestations informatiques, de services informatiques, où les prestataires externes sont les plus fréquents pour les entreprises, l'assurance se doit de coller le plus possible au contrat de prestation de services. Donc le sujet est surtout en matière de responsabilité. Par conséquent, il est nécessaire dans ce cas de faire un léger audit de la chaîne des contrats de prestataires informatiques de l'entreprise et surtout de veiller à ce que les responsabilités, les caps de responsabilité dedans soient opposables au contrat d'assurance que l'on a, de connaître l'existence des contrats d'assurance de ces prestataires et que tout le monde ait informé ses assureurs des clauses contenues à l'intérieur. Alors, par exemple, il y a une clause qui n'est pas présente dans tous les contrats d'assurance cyber, qui est celle de la garantie par l'assureur des frais d'atténuation du risque. Lorsque une cyberattaque survient, l'entreprise peut avoir un intérêt à très vite faire des modifications dans son système informatique pour éviter que l'incendie ne se répande. Ce n'est pas un dommage en lui-même. Et s'il n'est pas prévu que ces frais, qui peuvent être très élevés, car ils sont soudains et on n'est pas en position de les négocier, soient pris en charge par l'assureur. Voilà un bon exemple de clause qui peut être incluse dans ce type de contrat et qui ne l'est pas toujours. Un autre type de garantie qui n'est pas systématiquement incluse, c'est la garantie des conséquences des cyberextorsions. Dans pas mal de contrats, elle n'existe pas. Alors la modification récente de la loi la permet de manière plus ou moins claire. En tout cas maintenant, le paiement des rançons ou de ce genre de choses peut désormais être prévu dans certains contrats et il ne l'est pas toujours, bien que ce soit la première chose à laquelle on pense. Et ensuite, le risque humain de la faille de sécurité, c'est ça? Alors, ce n'est pas seulement le risque humain, c'est l'atteinte au système informatique en eux-mêmes, suite à une erreur humaine ou à une erreur externe, ou à une malveillance externe. Si le contrat ne le prévoit pas, l'atteinte au système informatique lui-même n'est pas forcément couverte. Il ne peut y avoir que les conséquences qui peuvent être prévues sur l'entreprise ou vis-à-vis des tiers, mais pas forcément les préjudices sur le système informatique de l'entreprise en lui-même. C'est vraiment des clauses très techniques et très précises. Et là, il ne s'agit pas, c'est d'autant plus juridiquement piégeux, qu'il ne s'agit généralement pas d'exclusion. Il s'agit de conditions de garantie. Et lorsqu'il s'agit de conditions de garantie prévues dans le contrat par l'assureur, bien avoir en tête que c'est l'assuré qui va devoir prouver que cela entre dans le champ d'application du contrat. Et non l'inverse, car en cas d'exclusion, c'est à l'assureur de prouver que l'exclusion s'applique. Et il est évidemment plus compliqué de prouver, lorsqu'on a la charge de la preuve, que les conditions du contrat sont applicables, que pour l'assureur de prouver que l'exclusion est applicable. Ça n'est pas marqué en gras dans le contrat, puisque ce n'est pas une clause d'exclusion, mais elle a autant de conséquences qu'une clause d'exclusion. Une autre type de garantie peut être incluse dans ce type de contrat, c'est la garantie des conséquences des enquêtes et des sanctions administratives. La violation du RGPD, de ce genre de choses, peut être fréquente. Cela peut évidemment nécessiter des frais de défense importants. Et lorsque c'est légalement faisable et que ce ne sont pas des sanctions pénales au sens pur, les contrats d'assurance peuvent prévoir la garantie de ces conséquences-là et non pas seulement les conséquences civiles classiques, commerciales, enfin civiles au sens juridique. Et ce ne sont pas non plus des clauses systématiques prévues dans tous les contrats d'assurance cyber. Voilà un autre exemple de clause auquel on peut prêter attention.